Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci d'être là. Effectivement, on a fait une petite infidélité à Capra la dernière fois dans ce cycle, puisque on a montré un film de 1935 un peu Capra-esque, qui était l'extravagant Monsieur Ruggles. Et donc là, on a l'extravagant Mr. Deeds. Je vous avais parlé un peu de ces titres français qui essayent d'imiter le succès précédent pour le refaire. Là, effectivement, c'est aussi un grand succès de Capra. On avait donc laissé Frank Capra en 1934 avec l'immense succès de New York-Miami, It Happened by Night, avec Claudette Colbert et Clark Gable. Tellement grand succès, peut-être qu'après tu nous en reparleras, Jean-Paul, puisque tu as très en tête l'autobiographie de Frank Capra. Tellement grand succès que ça l'a rendu complètement malade. Il a somatisé un maximum, à tel point que voilà, il s'est fait hospitaliser. C'était très physique comme maladie, mais en même temps, il a déduit rétrospectivement que c'était aussi une maladie morale, mentale. Il n'a pas supporté cet immense succès, et ce qu'il raconte dans son autobiographie, est-ce vrai, est-ce faux, c'est qu'un petit homme est venu pendant qu'il était à l'hôpital. On se croit dans un film de David Lynch, mais c'est l'autobiographie de Capra. Et cet homme-là, qui est un adepte de Christian Science, qui est une branche disons chrétienne, qui a pignon sur rue encore aujourd'hui, et qui lui aurait dit mais enfin arrête avec tes films de pur divertissement, il faut du sens, il faut que tes films aient du sens. Et normal, soi-disant, à partir de ce moment-là, Capra s'est mis à vouloir que ces films soient importants pour la société, qu'ils aient un sens. Évidemment, quand on entend ça, c'est un peu dangereux quand on est cinéphile, parce qu'on se dit les films à thèse vont arriver, et adieu plaisir, adieu réussite esthétique et artistique. Heureusement, ça n'a pas été le cas pour Capra. Et à mon avis, avec ce film-ci, il signe sa comédie, alors peut-être comédie avec des éléments de film social, avec, on le verra, plein d'autres genres qu'il arrive à digérer et à subsumer, et puis bien sûr avec cette atmosphère dont on avait déjà un petit peu pris connaissance dans le film très comique, lui, New York-Miami de 1934, c'est-à-dire ce qui arrive à l'Amérique dans les années 30, ce qui arrive à l'Amérique après la crise de 1929, et comment le cinéma en rend compte, tout en restant un art aussi de genre et de stars. Alors là, les stars, c'est deux personnes, principalement Gary Cooper, qui était déjà une grande star. Il est devenu star à partir du tout début des années 30, avec notamment Morocco, Cœur brûlé de Sternberg, ou The Virginian, western, en 1930 dans mon souvenir. Donc il n'en est pas à ses débuts, mais ça marque vraiment, ce film-ci marque vraiment une étape de sa carrière où il devient véritablement une immense star. Et comme par hasard, c'est aussi le moment où Capra se met c'est ce qu'on a appelé la trilogie des Messieurs. Ce film inaugure 3 films autour d'un héros, et c'est un héros qui va être incarné 2 fois par Gary Cooper. Donc on va le revoir dans ce cycle avec L'homme de la rue, Meet John Doe. Et donc il ne trouve toujours pas de star féminine. Vous vous souvenez que pour New York-Miami, c'était déjà le problème, et il avait trouvé un peu in extremis, et en la payant très cher, Claudette Colbert. Et là, il commence carrément le tournage du film sans avoir la star féminine. Heureusement, à la Columbia, il y a des très 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 bonnes actrices, et un peu au dernier moment, il va réussir à avoir cette merveilleuse actrice qu'on connaît, je trouve, trop mal, qui est Jean Arthur. Et qui est à la Columbia sous contrat depuis 1933. Peut-être qu'on reparlera d'elle, puisque nous, on va la revoir aussi dans ce cycle à plusieurs reprises. Voilà, je vous laisse voir le film, et puis j'espère que vous restez un petit peu après pour qu'on en discute. Bon film. Avant qu'on revienne sur
le film dans son ensemble et notamment son scénario, sa fin. Vous rappelez que c'est le plus important scénariste de Capra, qui a écrit une dizaine de films avec lui, Riskin, qui a écrit ce film, qui était connu pour être beaucoup plus de gauche que Capra. Et il y a forcément un lien, bien sûr, avec la situation politique aussi du pays à partir de 32-33, c'est-à-dire à partir du New Deal de Roosevelt. Mais avant d'éventuellement parler de ça, il y a une chose qui me frappe et qui est pour moi, en fait, à le revoir, et ça fait plusieurs fois que je le revois, vraiment au cœur du film, qui pour moi en fait une grande réussite, c'est en fait son rapport au son et à la musique. Et donc en fait, je pense que c'est une réussite vraiment de mise en scène au sens fort, et la façon dont le son et l'image sont travaillés, l'image toujours faite par Joseph Walker, qui est le chef opérateur de Capra. C'est son 16e film avec lui à ce moment-là. Pourquoi ? Pas seulement parce que effectivement il est en train de trouver un nouvel embout pour son tuba dès le début, et qu'il est musicien et que ça s'est tenu du début à la fin, mais parce que il me semble que cette question du son, elle est en fait traitée de manière pas du tout naturaliste. Alors je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de séquences qui ne sont pas bruitées, et où on entend une sorte de silence qui est pas, il n'y a pas de bruit de fond habituel. Par exemple, quand ils sont devant l'immeuble dans la nuit, dehors, il n'y a pas du tout de bruit alentour, de bruit de voiture. Donc il y a quelque chose de non naturaliste dans ces silences-là. Et il y en a quand même plusieurs dans le film. Et si on y réfléchit, il y a aussi tout ce travail autour de l'écho, quand il est dans sa grande maison, et que là, c'est plutôt sur le mode comique, où il y a tout ce système d'écho, avec en plus le jeu sur le fait que ces domestiques ont des voix haut perchées, voilà, qui sont plutôt sur le spectre du féminin. Et je me suis dit que tout ça, quand même, fonctionnait fortement, c'est-à-dire ça fait partie, c'est ça le travail de Capra. On a l'impression qu'il y a une espèce de geste un peu ample et un peu même grossier ou manichéen dans l'écriture ou dans ce qui arrive au personnage, mais en réalité, il y a aussi tout ce travail minutieux de mise en scène qui n'est pas de façon évidente reliable, mais quand on y réfléchit, en fait, tout ce travail sur ces silences, sur ces échos, il produit un écho, justement, avec le fait que Longfellow Deeds garde très longtemps le silence à son procès. Et en fait, je trouve que ça, c'est au cœur du film. Pourquoi ? Parce que j'essaye de prendre des morceaux et de les relier ensemble, mais vous allez voir pourquoi. Parce que bien sûr, ce que nous savons, c'est que pourquoi est-ce qu'il garde le silence si longtemps ? Parce qu'il a été trahi. C'est-à-dire, c'est là le lien entre l'aspect social, la dimension sociale, politique du film et véritablement l'intrigue amoureuse. Pourquoi est-ce qu'il est dégoûté, on dirait aujourd'hui, à ce point ? C'est parce que celle dont il était le plus proche, la seule avec qui il était dans une relation intime dans cette ville où tout le monde est un étranger, où tout le monde a un point de vue de prédateur, etc. Celle à qui il a fait confiance absolument, et il y a une relation quasi maternelle entre elle et lui, l'a trahi. Et donc, ça rappelle aussi le fait que le film construit un écho entre la première scène de pluie et la deuxième. Si vous avez vu New York-Miami, vous vous souvenez qu'il y avait cette très belle scène, là encore complètement de studio, où ils étaient dehors près de la rivière, avec la botte de foin, etc. Et où cette scène en extérieur, mais en même temps pas du tout naturelle du point de vue du décor, trouver son écho avec une scène en intérieur quand ils étaient tous les deux et qui se racontaient leurs rêves de futur, où habiter, la lune brillerait, etc. Ici, il me semble que cette scène de pluie rappelle ça, et que ça, c'est vraiment le travail conjoint de cette espèce de silence sonore
et du travail du chef opérateur Joseph Walker sur les scènes de nuit, c'est-à-dire ce côté un peu déréalisant de la présence de la pluie dans les deux scènes. Alors pourquoi je dis deux scènes? La première, c'est le mélodrame joué. Hein. C'est le moment où Babe Bennett sort de la voiture, hein, vraiment comme une actrice qui sortirait de sa loge, sort de la voiture où elle est avec les photographes, et puis elle y va, elle joue son rôle vraiment mélodramatique. Hein. Ça pourrait être une Lillian Gish chez Griffith. Voilà, elle a son petit chapeau cloche, et puis elle s'évanouit, et voilà. Et c'est la demoiselle en détresse. Vraiment livrée sur un plateau à celui dont on sait que c'est ça son fantasme amoureux. Et comme par hasard, quand tout est perdu pour elle parce qu'elle sait qu'il va rentrer à Mandrake Fall, et peut-être tant mieux parce qu'elle n'a pas à avouer qu'elle a trahi, et bien là encore, c'est une scène de pluie dehors avec lui, mais cette fois-ci la scène où elle lit elle-même le poème et où, le lisant, elle entend quelque chose dans cette poésie bien différente de la scène des Literati où il était justement, on essayait de lui faire lire son poème pour le ridiculiser. Comme par hasard, dans ce poème, il est dit « Je suis menotté et sans voix devant vous ». Donc vous voyez comme ce vers, disons, amoureux, courtois, enfin voilà, de poésie amoureuse, en réalité, il anticipe exactement ce qu'il sera, de fait, puisqu'il sera menotté au sens propre, et sans voix, ça va être le choix qu'il fait pendant longtemps, pendant son procès. Donc je trouve qu'il y a une extrême cohérence, si vous voulez, de mise en scène donc c'est pas du tout. Je dis ça parce qu'on a tendance à penser des films de Capra que voilà, c'est un peu un saupoudrage entre la comédie, l'intrigue amoureuse, le problème social et politique du moment. En réalité, il me semble que là, c'est noué de manière absolument virtuose, à tel point que, si ça marche sur vous, en tout cas, moi, ça me touche, et presque aussi photographiquement. C'est-à-dire que s'imprime dans la rétine ces plans en contre-jour, par exemple, où il est quasiment en prison, enfin, où il est en détention, hein, vous vous souvenez, où il y a cette silhouette-là, à contre-jour contre le store, et où il a la tête baissée, il a cette... Voilà, il y a beaucoup de travail sur les personnages de profil, comme si c'était des espèces de médaillons. Et là se joue quelque chose de l'ordre d'une forme de cristallisation d'un mythe, bien sûr, de l'américain, disons, on appelle ça the American Adam presque, hein, l'Adam américain, l'homme, voilà, qui serait l'homme américain qui porterait encore une forme d'innocence. Alors bien sûr que, heureusement, c'est mis en perspective dans le film, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'autres discours qui font que c'est pas un film béat sur un personnage véritablement innocent. Il est pas du tout complètement innocent. C'est un homme enfant, mais pas si innocent que ça. Et il y a tout son rapport à la violence, notamment physique, hein, qui nous rappelle, si vous avez vu Mr. Ruggles, aussi des espèces de saillies physiques qu'il avait, cet homme extrêmement distingué, extrêmement gentil, puis tout à coup il pouvait devenir violent. Donc voilà, je voulais vous livrer ça parce que c'est quelque chose qui me frappe et qui me touche beaucoup dans le film, indépendamment d'autres aspects qui sont des aspects, de mélange des genres, enfin de films social de films de comédie qui contient un film social, qui contient un film politique, qui contient un petit morceau de mélodrame, etc. Mais en tout cas, au cœur du film pour moi, et presque en oubliant sa toute fin, avec la musique, avec la foule, le mouvement de foule, avec les deux qui se retrouvent ensemble. Bon, il y a cette accélération finale, mais avant ça, ne pas oublier qu'il y a ce moment où on croit vraiment qu'il ne va plus parler. Et ça, c'est un moment presque, je trouve, philosophique de le contrat social est rompu. Ne plus parler, c'est ça, c'est-à-dire ne plus être dans la société des hommes. Et donc ça, c'est quand même... il va assez loin dans quelque chose de très radical à l'intérieur d'un film qui est tout à fait tout public et pas du tout présenté comme une œuvre philosophique, bien sûr, ou autre. Et maintenant, je voudrais que vous disiez quelque chose, comme disent
comme dit le juge. Oui. Oui, vous parliez du silence de Gary Cooper pendant la première partie du procès, mais à ce silence succède par contraste une plaidoirie brillante. Alors que lui qui refuse d'être représenté par un avocat, il tient tête au ténor du barreau sans rien avoir préparé, parce qu'un ténor du barreau, il prépare sa plaidoirie, il est bardé de notes, de conseillers, et lui, c'est un observateur fin qui va ridiculiser tout le monde et qui va faire une plaidoirie incroyable, improvisée, et ce contraste avec le silence, et qui fait qu'il n'est pas si innocent, si naïf et si bêtasse que ça, quoi. Voilà. Donc ce contraste entre les deux, le silence et sa plaidoirie, est tout à fait spectaculaire. Oui, oui, et vous avez raison de revenir à ça. C'est un moment de renversement de la folie et de la santé mentale. Bon, c'est comme une sorte de relativité de la santé mentale à travers des petits... Alors, c'est pas à travers n'importe quoi, c'est une sorte de moment méta, puisqu'il est en train de parler de la façon dont les gens, notamment de la cour, l'ont écouté. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là ? Donc soit il griffonnait, soit il remplissait les hauts, etc. Donc c'est aussi une prise de risque quand même de se mettre à retourner contre les gens qui vont vous juger, de tout à coup faire ressortir leurs petites particularités potentiellement folles, disons. Donc ça ramène évidemment à une sorte d'unité minimale presque corporelle, puisque c'est quasiment que des tics dont il parle, quoi, sont des Alors voilà. Alors oui, les deux sœurs, elles ont un statut particulier parce que je trouve que là, on monte d'un degré dans le renversement entre qui est fou et qui est, enfin très shakespearien, quoi, entre qui considère qui fou. Et comment retourner ce discours, parce que bien sûr on sait très bien que face à l'affirmation que vous êtes fou, si vous dites mais je ne suis pas fou, ça va être caractérisé comme du déni. Donc c'est un piège rhétorique et qu'il arrive en fait il arrive à jouer une sorte de partie de billard rhétorique en renvoyant la parole des uns contre les autres et justement, à mon sens, aussi, ça fonctionne comme un système d'écho. C'est-à-dire, c'est le même... Vous voyez, comment faire résonner les paroles des autres en écho et leur faire dire le contraire de ce qu'elles sont en train de dire. Par exemple, les deux sœurs qui disent « tout le monde est fou sauf nous ». Voilà, donc nous, on traduit exactement l'inverse. Et voilà, c'est une sorte de partie de billard rhétorique. C'est pour ça que j'ai toujours pensé au fond, mais si vous avez vu par exemple La femme au miracle, qui est le premier film qu'on a passé dans ce cycle avec Barbara Stanwyck, le premier film de Capra qu'on est passé ici, qui est le premier film que David Riskin, le scénariste là, a écrit pour Capra. C'est quand même beaucoup des films qui réfléchissent sur des situations de parole particulières. Là, c'est quelqu'un qui prêche, qui a le don de ça, mais qui prêche comme quelqu'un qui fait spectacle. Ici, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est toujours l'objet du rire des autres. Il y a toujours des situations dans lesquelles il y a un public qui est en train de se moquer de lui. Bon, évidemment, la séquence chez Tullio, par exemple, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'il ne le sait pas. Hein, c'est pas Forrest Gump, c'est... Non, c'est Forrest Gump. Non, je ne sais plus. C'est-à-dire ne pas savoir qu'en fait, on est en train d'être regardé. Ne pas savoir qu'on est l'objet d'un spectacle. Enfin, on n'est donc pas un acteur conscient. On est tout à coup, on s'aperçoit qu'il y avait un public. Bon, il y avait les photographes, il y avait à plusieurs situations. Et puis tout à coup, il y a un retournement et c'est lui qui regarde et il est consciemment face à un public, et c'est là où, me semble-t-il, se multiplie dans le film, notamment à partir du moment où le fermier fait irruption chez lui, donc drôle de
drôle de scène qui est, voilà, qu'on apprécie ou non parce que ça dure avec le type qui sort un pistolet, qui ensuite s'effondre. Voilà, c'est assez long. Là encore, c'est pas réaliste d'une certaine façon. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, vous aurez remarqué qu'il y a une démultiplication aussi des plans, j'allais dire, des plans du peuple. C'est-à-dire, il y a un travail qui est fait sur des spectateurs, des gens de l'assistance il y a presque un travail vraiment photographique. Enfin, ça fait penser à la photographie des années 30, justement, de l'époque. C'est-à-dire comment on filme le peuple. Ben, là, le peuple, il est filmé comme le public. Il est filmé comme un public. Et effectivement, il va être un public au procès. Mais il est déjà filmé comme un public quand ils font la queue. Vous voyez de quelle séquence je parle, la séquence avec le sandwich. Qui fait elle-même écho à la séquence où il a donné à manger du foie gras et du pigeonneau au fermier. Donc il me semble qu'il y a quelque chose qui croît, au sens de croître dans le film, et c'est la présence du peuple. Mais c'est délicat, en fait, dans un film. Comment faire un film dans lequel il y a cette espèce de montée de montée presque démocratique ou de montée en puissance de ceux qui n'ont rien, hein. Il y a quelque chose là de catholique peut-être aussi, et puis de l'époque New Deal aussi, même si Capra n'était pas du tout rooseveltien, on est quand même pris dans son époque, et puis il a le scénariste qu'il a. Mais en tout cas, comment on organise dans la mise en scène la montée de cette présence du peuple? C'est une question que John Ford se pose dans certains de ses films. On voit aussi ça. Là, c'est intéressant parce que je trouve que c'est un travail aussi de découpage, de montage, mais aussi photographique. Quand on voit cette masse de gens, on ne voit pas une masse, il me semble. On voit vraiment comme des portraits photographiques mis les uns à côté des autres. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on veut regarder chaque visage. Et on n'a pas tout à fait assez le temps. Mais là, il y a une force documentaire qui suffit à rendre présents ces gens et à rendre même la poussée finale, finalement, nous emporte, alors que du point de vue de comment ça se passe un procès, évidemment, c'est pas du tout réaliste, mais peu importe, il me semble. Oui. Donc, 3 choses. La musique. Pour moi, la musique du tambour, quand il y a trop de bordel dans le tribunal, il y a des tac, 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 et c'est musical. Voilà. Et donc, pour faire le ricochet, elle joue du tambour. Et voilà, donc, ouais, il y a un côté musical très clair. La deuxième chose, ouais, contrairement à Ruggles, lui ne change pas. C'est le monde autour de lui qui change. Et ça m'amène au 3e point, qui est la force politique de l'œuvre. Avec New Deal, il a du fric, il le distribue. On est vraiment là, quoi. Et avec 2 choses. Roosevelt est handicapé. Bon, je me demande, voilà, c'est juste un fil comme ça que je tire. Handicapé physiquement, lui, hein. Mais bon, peut-être que ça a donné des idées au scénariste, j'en sais rien. Et puis l'autre chose, c'est le scénariste. Bon, si Capra n'est pas rooseveltien, il y a eu... non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il se fait doubler par son scénariste. Oui. Mais il y a, on voit très bien que, enfin, le mouvement politique du film, s'il est vraiment pas rooseveltien, il n'est pas en cohérence avec les idées du réalisateur dans ce cas-là. Alors justement, sur ce dernier point, parce que après j'oublierai peut-être certains de vos points, vous me rappellerez. En fait, c'est relié avec ce que vous dites. En fait, il fait un New Deal à lui tout seul, ce qui n'est pas
faire un New Deal, ce qui n'est pas faire le New Deal, parce que justement, il ne fait pas du tout appel au gouvernement. C'est une très grande différence. Donc c'est complètement un individualiste, et vous avez raison de rappeler que c'est un capitaliste qui juste sait que, comme il dit, j'ai de l'argent, je viens d'en hériter, je ne vais pas claquer 180 000 $ pour un opéra mal géré. Donc il faut que ce soit bien géré, si c'est moi le président, etc. Donc effectivement, déjà, ça, c'est la première différence avec ce qu'on pourrait imaginer comme, disons, un cinéma ouvertement de gauche, pour le service public, pour l'État-providence, etc. C'est un homme qui fait ça. Donc ça fait une grande différence politiquement. Et effectivement, du coup, Capra, il est du côté de la vitalité individuelle, et même au sens, j'en avais parlé, au sens philosophique profond de l'individualisme, mais aussi au sens physique, au sens immigré de première génération, qui a vu que dans sa famille, par exemple, lui a vraiment galéré pendant des années, et il est arrivé à quelque chose, il est arrivé à de la richesse. Il a, lui, sans doute connu les mésaventures que connaît son personnage, à savoir, dès que vous avez de l'argent, il y a des gens pour vous taper, au sens des prédateurs, des vautours qui rôdent autour. Mais surtout, il a cette idée, pas du tout de gauche, à vrai dire, peut-être pas de droite non plus, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la détermination, du tempérament presque physique, de l'humeur physique, qui est liée à la réussite. Bon, on peut ne pas être d'accord, et politiquement, ça peut avoir des conséquences néfastes de croire ça. Mais en même temps, il y a quand même le credo du personnage qui dit, avec la même voiture, la même essence, il y en a qui arrivent à monter la côte et d'autres qui restent en bas. Donc pour moi, c'est normal, ceux qui arrivent à monter la côte s'arrêtent et puis prennent les autres. Voilà. Donc il me semble que dans les films de Capra écrits par Riskin, effectivement se joue une espèce soit de tension, soit parfois de lutte, de tiraillement, soit mieux une sorte d'alliage, de mélange entre des idées qui sont plus identifiables comme des idées de gauche, voire collectivistes. Enfin, c'est pas le crime de Monsieur Lange, c'est pas des coopératives, mais enfin, voilà, on voit ce que ça peut être, cette idée de redistribution, et puis des idées qui sont beaucoup plus la réussite individuelle, l'histoire d'un self-made man, etc. Et donc greffé sur cette idée simple, mais de Cinderella Man, sur cette idée simple du point de vue narratif, mais qui est très fructueuse, qui est de prendre un personnage, de l'enlever de son milieu natif, et de le mettre ailleurs, et ce sera le principe, voire, dira Capra, même la formule, la recette, ce qui n'est pas toujours une bonne chose au cinéma, mais heureusement, il y a, à mon avis, cette force de la mise en scène, en tout cas dans celui-ci très grande, de plusieurs de ces films. C'est-à-dire voir ce qui se passe quand quelqu'un est extrait de son milieu, de ses habitudes, Et donc, effectivement, première chose qui se passe, c'est que tout le monde le prend pour un débile, pour un plouc, voilà. Or, pas du tout. Non seulement il a toute sa... Il n'est pas fou du tout, mais en plus, il est très intelligent. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Il est simplement transplanté dans un monde qu'il ne connaît pas. Donc ça, c'est... Effectivement, il n'a pas à changer, puisque ce sont les autres qui s'aperçoivent, en fait, qu'il n'était pas comme eux pensaient qu'il était. Donc, d'une certaine façon, du point de vue narratif, on n'a pas à faire... changer le personnage, sinon que quand même il est face à la trahison. Ça, c'est quand même énorme. C'est pour ça que le rôle joué par Jean Arthur est finalement très important, même si Capra se focalise sur le personnage de l'homme.
et ça va être le cas pendant plusieurs de ces films, c'est un regret par rapport à ces années, disons ces années Barbara Stanwyck, où les femmes au tout début des années 30 sont vraiment au cœur des films, c'est les héroïnes de ces films. Là, on est passé à un autre moment, mais en réalité, bien sûr, le personnage féminin, il est d'autant plus important qu'il poursuit ce que j'avais un petit peu évoqué dans les séances précédentes, à savoir Capra qui met en scène un personnage cynique pour voir s'il arrive justement, ce personnage, à retrouver une part d'innocence ou d'enfance ou de candeur au sens positif du terme, alors qu'il a une carapace de cynique. C'était ça le personnage très proche de celui de Bate Bennett que jouait Clark Gable dans New York, Miami, ce journaliste un peu alcoolique qui a tout vu, qui a tout fait et qui est donc désespéré de l'humain. Et donc pourquoi ne pas devenir cynique? Pourquoi ne pas gagner 2 semaines de congés payés en faisant un article de plus, après tout, dans la dureté de la ville et dans la dureté de la vie urbaine qui est montrée. Donc là, sauf que c'est le personnage féminin qui porte cette carapace, disons, cynique. Il y avait, je crois, quelqu'un... Oui, pardon, vous étiez où? Non, c'était juste des petites choses, en fait. Je reviens sur la musique du tempo à la fin, effectivement, qui tape. C'est quasiment du jazz, en fait. Effectivement, ça fait écho au fait qu'elle joue du tambour. Oui, alors retenez votre suite. C'est parce que, pardon, j'avais un complément par rapport à ça. C'est que sur ce fond de silence dont je parlais dans la scène du poème, avec un moment, disons, si ça marche, d'émotion, puisque elle lit un poème qu'elle sait qu'elle ne peut pas recevoir, qu'elle ne mérite pas d'une certaine façon, vous remarquez que la scène ensuite, cette émotion-là est entre guillemets cassée ou interrompue quand il shoot dans la poubelle. Et certains critiques ont déploré ça en disant en fait il peut pas s'empêcher de faire un gag, c'est dommage, il y a une rupture de ton, etc. Or, si on revient à votre idée des percussions à travers tout le film, finalement, ça aussi, c'est une percussion. C'est comme un coup de cymbale. Vous vous souvenez qu'au début, elle jouait aussi Swanee River sur une poubelle ou au début. Donc, en fait, ça participe plutôt de ça. Et comme par hasard, cette poubelle qui est très, très forte au son, c'est le moment de la rupture programmée entre eux, puisque quand il part, lui est très content, mais elle sait que c'est fini et qu'elle ne le reverra plus. Enfin, elle croit qu'elle ne le verra plus. Voilà, pardon. Et l'autre petite chose que je trouve très jolie, c'est qu'il y a beaucoup de gros plans sur les 2 personnages principaux où on voit vraiment le travail d'expression qu'ils font, d'acteurs pour arriver à faire passer toute une palette d'émotions. Et les 2 moments de vérité qu'ils incarnent, c'est des moments où on ne les voit plus. Elle tourne le dos, carrément, elle est en contre-jour, et lui, il est aussi en contre-jour où on devine que sa silhouette, en fait, dans l'hôpital. Et c'est juste ces 2 moments-là où on ne les voit plus, en fait, qui sont censés représenter leur moment de vérité, en fait. Oui, vous avez raison, et ça aussi, c'est nouveau, d'une certaine façon, chez Capra, c'est-à-dire qu'à mon avis, il devient classique dans son style. Donc avant, ces moments-là, ils étaient beaucoup plus furtifs. Quand il y avait un gros plan, ça faisait événement. Quand il y avait un silence, quand il y avait une rupture de rythme dans New York, Miami, qui est quand même mené tambour battant, voilà, ça faisait exception, c'était très beau, ça scintillait, mais ça passait très vite. Là, on voit qu'il s'installe dans une forme de classicisme, donc il y a une durée et il y a aussi un déploiement de la beauté photographique. La façon dont Gary Cooper est filmé, il a 35-36 ans, elle aussi. On a énormément plus de gros plans que sur Clark Gable et Claudette Colbert, et la façon dont aussi il a toujours joué, je crois, du fait qu'il était un peu allergique à la force de la lumière, à certains projecteurs, et que donc il a ses yeux comme ça, toujours un peu embué, un peu humide, et donc il y a une grande sensibilité dans son visage, et on a le temps de voir vraiment très précisément son visage, notamment par exemple le fait que sa lèvre supérieure est un peu ourlée. Enfin, vous voyez, des détails, mais qui participent de ce travail de sensibilité sur le personnage, alors qu'elle a une beauté
alors méchamment, le président de la Columbia, Harry Cohn, disait bah non, je te l'ai pas proposé, elle, oui, ça fait longtemps qu'on l'a sous contrat, mais d'un côté, elle a une gueule d'ange, et de l'autre côté, on dirait un cheval. Donc horrible, horrible commentaire d'Harry Cohn, mais d'une certaine façon, on voit ce qu'il veut dire, dans le sens où elle n'a pas une beauté justement classique, enfin, elle a un menton assez fort, etc. Et justement, je trouve que c'est cette particularité physique et aussi la particularité de sa voix. Elle a cette voix à la fois très gutturale et qui peut être très très douce dans le film, et en même temps qui peut aussi devenir aiguë et voilà, je trouve pas d'autre mot que gutturale, mais qui est très particulière. Et quand on l'entend dans tous ces autres films, à l'oreille, on reconnaît que c'est Jean Arthur. Donc oui, je suis d'accord, il y a vraiment cette espèce de splendeur photographique. À vrai dire, je connais pas tellement d'autres rôles de Gary Cooper où il soit aussi beau et aussi regardé, parce que dans les films où il est plus homme d'action, évidemment, il y a moins d'occasions de pose sur son visage. Il y a ça de manière, alors 12 ans plus tard, dans Le Rebelle de King Vidor, il y a une érotisation de Gary Cooper, qui avait commencé avec Cœur brûlé, Morocco de Sternberg, au début des années 30, quand il était avec Dietrich. Voilà, c'est aussi avec des forces opposées qu'on crée cet érotisme de l'acteur masculin. Mais il y a ça dans Le Rebelle, mais c'est presque grotesque et drôle, parce qu'il joue un architecte face à une femme qui a décidé, qui est très très belle, mais qui a décidé de ne jamais tomber amoureuse pour ne jamais dépendre de qui que ce soit, etc. Et donc il y a une relation quasiment sadomasochiste, enfin, qui est entre eux, et c'est presque grotesque. Enfin, elle arrive, elle le voit en train de travailler dans une carrière, elle est en haut de la carrière, elle a un fouet parce qu'elle descend de son, elle a une cravache parce qu'elle descend de son cheval. Voilà, on est tout de suite dans quelque chose d'excessif, alors que là, c'est pas du tout ce travail-là, c'est beaucoup plus subtil et doux, je dirais. Bien. Juste deux remarques rapides. Il y a une très belle idée que j'ai trouvée dans le film, c'est la scène du repas amoureux qui se transforme à la place de la femme attendue. C'est un fermier en pleurs qui dévore. Et à la même place, en face de lui, sur cette table amoureusement préparée. Et puis aussi la scène du dîner de cons. Est-ce que Francis Weber avait vu le film, qui l'a inspiré plus tard avec Villeray, enfin la courte scène que je n'avais jamais vue avant le film lui-même, dans ce moment-là. Ouais. Et vous avez raison, et ça pointe là encore le fait que les scènes sont écrites pour se répondre les unes avec les autres. C'est ce qui est un principe narratif à la fois simple, mais il faut arriver à le faire. Et le fait que la première fois ce soit elle qui joue, finalement, elle joue le mélodrame, comme je le disais. Du coup, elle se fait inviter au restaurant, et puis lui va jusqu'au bout en lui faisant faire la sérénade au violon, là, devant elle. Et puis ensuite, finalement, elle est remplacée par ce fermier. C'est intéressant de voir que l'intrigue amoureuse est remplacée, d'une certaine façon, par l'intrigue sociale ou politique, quand on voit le fermier à sa place. Et en même temps, on y pense. C'est-à-dire qu'on le voit, lui, regarder le fermier qui est en train de se goinfrer tout en disant « Est-ce que je peux avoir un doggy bag pour ma femme et ma famille ?» On pense aussi à l'amoureuse qui aurait dû être à cette place et manger du foie gras. Donc les deux sont liés. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que souvent on a l'impression dans ces films-là que l'intrigue amoureuse, elle est un peu... il y aurait presque un film pour hommes et un film pour femmes du public de l'époque, quoi. Alors que là, pas du tout. C'est complètement lié. Le fait aussi qu'elle soit journaliste, donc qu'elle ait une conscience politique, qu'elle sache très bien ce qu'elle fait d'une certaine façon. Donc elle est inexcusable, de même que lui est inexcusable pour certaines de ses actions quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de casser la gueule. Je veux dire, les gens l'insultent verbalement, il en vient aux mains. Donc c'est pas non plus... Aucun personnage de Capra, moi c'est ça que j'aime, n'est un modèle ni moral, ni d'action, ni... c'est pas comme ça qu'il conçoit les personnages. Donc c'est pas
c'est pas des apologues, c'est pas des fables, même si, oui, bien sûr que le naturalisme, dans le sens où on attendrait, non, disons la vraisemblance, bien sûr, est mise à mal, notamment avec les happy end. Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur notamment la distance que Capra voudrait mettre avec Gary Cooper, enfin avec Mr. Deed. Et je pense que c'est beaucoup lié à peut-être ce que vous disiez, c'est-à-dire cette tension entre un scénariste qui a envie de dire quelque chose et Capra qui peut-être a envie de dire autre chose. Et là où effectivement je pense que peut-être dans le scénario Mr. Deed avait un peu ce tempérament un peu violent qui devait contrebalancer sa bonhomie qu'on voit totalement à l'écran avec un Gary Cooper qui est, moi je suis d'accord, hein, qui est magnifique, hétéro ou pas, on est sous le charme. Mais en fait, la mise en scène nous montre toujours sa violence d'une manière que moi je trouve totalement justifiée, quoi. Non, pour moi, soit c'est justifié, soit c'est un peu burlesque. Ce qui me le rend tout le temps super sympathique, quoi. Enfin, moi, je le condamne jamais pour sa violence. Je trouve qu'il a tout le temps totalement raison. Ou alors quand il a peut-être moins raison, parce que vous avez raison, il a un peu la gâchette facile, on pourrait dire, avec qu'il envoie à droite à gauche. Mais il reste toujours vachement sympa. Et pour compléter un petit peu sur plus la tension dans le scénario, j'ai l'impression que le film, enfin moi je pense qu'il est assez brouillon, ou en tout cas assez confus politiquement. Par exemple, entre le début du film, donc ce que nous montre le film, c'est-à-dire quelqu'un qui devient multimillionnaire par chance en fait, par l'héritage, et le discours de fin, comme vous l'avez dit, le discours très méritocratique en fait, c'est-à-dire que y a des gens qui ont comme ça une force vitale, qui sont des forts et qui réussissent, et ceux qui ne réussissent pas. Et le message final serait qu'il y a un message en fait moral, quoi, un message de responsabilité individuelle qui serait que ceux qui réussissent, les forts, devraient être gentils, quoi, au final. Et donc voilà, moi je trouve que cette tension elle est intéressante, mais du coup j'aimerais bien voir votre avis là-dessus, quoi. Oui, alors moi je vois pas tellement une contradiction, sinon que justement il y a peut-être un sens un peu chrétien, il y a quelque chose qui est transcendant et qui est soit le hasard, soit Dieu, soit le fait que le premier plan du film c'est quand même l'accident de l'oncle. Qui est tourné de manière... enfin, on ne sait pas ce qu'on est en train de regarder, mais c'est un plan de très grand ensemble et, je veux dire, qui est désentimentalisé totalement. Le type meurt, tant mieux, on ne savait pas qui c'était, on ne saura jamais. Bon, et ça commence comme ça. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre, justement, du hasard ou de la destinée, peu importe, qu'on ne choisit pas, qui ne dépendent pas de nous. Et par contre, ensuite, il y a l'individu, sa force vitale, son imagination, ses qualités d'adaptation, la façon dont il se relie aux autres et la façon dont il a effectivement un sens de la responsabilité. Mais je ne pense pas que, pour autant, ce soit contradictoire. Il y a au contraire une sorte de... de dialectique, ou en tout cas plus de tension et de tiraillement, oui, peut-être, entre cette force individuelle, cette espèce de morale individuelle. Et ça, on la voit de manière vraiment outrée, par exemple, dans Le Rebelle de King Vidor. Là, elle est moins outrée, me semble-t-il. C'est-à-dire que, oui, peut-être que le message politique est confus. Moi, je pense qu'un film qui aurait été plus clairement, disons, pro-Roosevelt et politiquement beaucoup plus situable sur un échiquier, franchement, il aurait été moins intéressant. C'est-à-dire que très souvent, quand même, les films de Capra sont intéressants parce que, justement, ils s'intéressent à des gens soit trop innocents, comme lui, soit complètement cyniques. Et parfois, c'est les mêmes, parce qu'ils ont été tellement innocents au début qu'ils veulent plus jouer le jeu de la société et du contrat social. Et c'est ce qui lui arrive quasiment à la fin. Enfin, il manque de peu de passer de l'autre côté. Donc, si c'était des héros qui apprenaient par une sorte de
scénarios initiatiques qui apprenaient que les autres c'est important, il faut redistribuer son argent, etc. Je pense qu'on s'ennuierait aussi, qu'on verrait justement un film à message. Donc moi je suis assez contente qu'il y ait peut-être un tiraillement entre le scénario. Moi je pense qu'au contraire la mise en scène est vraiment virtuose, parce qu'elle arrive à entrelacer tout ça. Et ces contradictions-là, c'est quand même beaucoup aussi les contradictions de l'humain en général, quoi. Et Capra, il s'intéresse à ça. C'est pas brillant, c'est parfois un peu répugnant, les affects des personnages qu'il montre. C'est pas glorieux, je veux dire, la façon dont elle écrit ses articles, c'est quand même... moi qui appartiens vaguement à cette profession, c'est moral, c'est éthiquement quand même très problématique. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais là où pour moi le film il est quand même contradictoire, c'est que il laisse entendre pendant tout le film que si les personnages, donc la journaliste, comme vous dites, elle est imbriquée dans une structure en fait, dans une société avec donc les riches hommes d'affaires. Donc il y a toute une société comme ça très urbaine, d'ailleurs en opposition avec la simplicité morale rurale. Et là en fait on serait plutôt sur un discours vraiment pour le coup assez déterministe et qui pour moi est totalement foutu à la poubelle. Vers la fin du film où en fait on est là en train de dire mais en fait non, le problème c'est pas les structures, c'est pas le capitalisme, c'est pas qu'il y a un monde du journalisme qui doit vendre des tirages quitte à faire des articles dégueulasses. Le problème c'est que ceux qui sont dans ce monde-là ne sont pas assez moraux, voilà, ne sont pas assez comme Mr. Deeds. Oui, cette contradiction que vous pointez, on l'a pointé déjà dès le premier film, la femme au miracle qu'on a passé. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il y a à la fois une assez grande lucidité de Capra sur comment fonctionne, Capra et son scénariste, de comment fonctionne le système et comment il peut broyer les gens très facilement, comment c'est des effets de meute, de horde, ou de grandes alliances entre capitalistes, Cedar, comment il s'appelle, Burlington. Comment les choses, l'oppression, elle est systémique, et en même temps aussi une espèce de morale de l'individu, mais acharnée, presque animale. Il y a toujours ça. Il y a toujours ces deux éléments. Et moi, je trouve que ça fait l'intérêt de Capra. C'est-à-dire, effectivement, il n'est pas soluble dans ni du cinéma de gauche, ni vraiment du cinéma de droite tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Voilà. Mais oui, je vois la contradiction que vous évoquez, et c'est vrai, elle est là dans tous ces films. Oui, un petit peu dans ce thème-là aussi. Alors, déjà, il y a, par rapport aux correspondances, justement sur l'allégorie des voitures qui montent plus vite que les autres et de l'injonction de Gary Cooper à ce que ceux qui montent plus vite s'arrêtent pour faire monter les autres. Ça c'est à la fin du film, et ça correspond tout à fait justement avec la scène un peu burlesque presque de la bagnole un peu folle qui va s'écraser. C'est-à-dire que lui, peut-être, il aurait mieux fait de s'arrêter pour faire monter quelqu'un plutôt que d'aller s'écraser en bas. Et puis aussi quelque chose quand même, tout le monde un petit peu idyllique dans lequel il vit au départ, qui contraste évidemment beaucoup avec ce qu'il va trouver ensuite à New York. On apprend aussi d'ailleurs qu'il n'avait jamais quitté son village. Et on voit bien qu'en fait, Gary Cooper, c'était quand même quelqu'un dans son village. Et puis il venait pas de n'importe qui, puisque au-delà du fait qu'il avait un oncle qui ne connaissait pas qu'il était milliardaire, son père était médecin, etc. Donc c'était le notable. Mais qui justement, peut-être sans le faire exprès, avait vécu de manière responsable. C'est-à-dire qu'il avait filé sa maison aux deux non folles. et puis on voit bien comment tout le village l'adore et l'accompagne au train, etc. Donc il y a ce côté vraiment très, très binaire, en fait,
entre un monde... Enfin, Capra, on peut pas lui opposer de croire qu'il croit à l'existence de ce monde-là, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui semble le séduire. Et après, effectivement, il y a une vraie opposition entre le rural, l'urbain, avec notamment, on voit bien que quand même tous les pauvres sont des fermiers. Et donc c'est le citadin Gary Cooper qui vient de la campagne qui va essayer de comprendre et qui va essayer de leur donner à manger et une terre. Et on a aussi quand même quelque chose qui est assez troublant, je trouve, effectivement, sur le mauvais rôle qu'il donne aux journalistes, je dirais en fait un petit peu aux médias en général, et peut-être même, il parle aussi du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a cette façon de se dire, la responsabilité dont il prône, il faut vraiment qu'aussi tout cela se l'approprie. Parce que, en fait, je dirais le spectacle un peu pitoyable que donne une forme d'élite au tribunal par rapport au peuple qui les regarde, c'est aussi de me dire, faites gaffe quand même, soyez responsables. On fait partie de l'élite, les gens, ils doivent croire à l'histoire que vous leur racontez, et quelque part, si on veut prendre les choses politiquement, si vous voulez que les pauvres acceptent d'être pauvres, il va falloir quand même que vous fassiez un peu gaffe, parce que sinon, à un moment donné, ça risque d'être un peu compliqué pour vous, quoi. Donc je pense qu'il y a ça, et puis il y a aussi quand même une critique évidemment de ce qu'on vient de dire des journalistes, mais aussi en fait de tous les corps intermédiaires, quoi. C'est-à-dire que qu'on soit banquier, qu'on soit avocat, qu'on soit notaire, ils sont quand même vus comme étant des profiteurs. Ouais, des profiteurs, des parasites en fait. Oui, ouais. Alors que dans le monde idéal du départ, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui sont nés mieux que d'autres, qui sont plus riches et qui s'arrangent entre eux. Mais en fait, on a l'impression que dans ce film, on nous dit qu'en fait, ce qui vicie tout ça, c'est quand même beaucoup tous ces corps intermédiaires qui servent à rien, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on est toujours un peu aussi au bord du poujadisme avec Capra. C'est aussi l'un des travers, de même que quand il en vient aux mains, moi je trouve parfois c'est un peu complaisant par rapport à sa violence, et notamment parce que vous avez raison, elle est représentée de manière burlesque. Donc ça fait passer des choses qui sont eux aussi des abus de pouvoir physique d'une certaine façon. Et effectivement, alors moi je vois le fait, vous avez raison, qu'il y ait ce monde idyllique, mais finalement, ce monde de la campagne, donc là encore, qui n'est pas du tout traité de manière réaliste, c'est presque le monde de la campagne de l'Est des États-Unis, déjà du cinéma des années 30, je trouve, qui sera le monde vert, comme dira Stanley Cavell, des comédies du remariage. Il y a toujours cet endroit, soit dans le Vermont, dans le Connecticut, etc., où à un moment, le couple va aller... voilà, il y a une idée, et Stanley Cavell, le philosophe, dit que ça vient de Shakespeare, que c'est le monde vert chez Shakespeare, etc. Donc il y a quand même aussi ce traitement-là de la campagne. C'est pas que un idéalisme un peu benet de c'est mieux à la campagne. Et puis chez ces fermiers, moi je vois aussi le cinéma de King Vidor, Notre pain quotidien, voilà, ce cinéma fin des années 20, début des années 30, de comment on représente le monde rural en lutte, d'une certaine façon, en lutte pour pouvoir vivre de la terre qui n'est pas toujours la sienne, et c'est ça le truc de l'exode après la dépression, c'est que les gens vont devenir des ouvriers agricoles, itinérants. Bon, on voit ça dans le film de Ford d'après Steinbeck, les raisins de la colère. Donc en fait, moi ce que je vois, ce qu'il arrive à faire, c'est accueillir aussi les autres cinémas.
C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils ont déjà été représentés ailleurs dans les films. Et c'est ça que j'aime bien, de même que j'aime bien aussi qui peut nous montrer cette espèce de petit morceau de mélodrame. Et si vous vous souvenez, j'avais montré un extrait de Stella Dallas de King Vidor, justement, avec Barbara Stanwyck, et où ça fait penser au petit jeu qu'elle joue quand elle joue la fille qui s'évanouit de faim. Ou bien si vous avez vu New York, Miami, il y a à un moment dans le bus une femme qui s'évanouit parce qu'elle a très faim, et son petit garçon dit « Ah, ma mère, elle s'est évanouie. » Bon, elle n'a pas mangé depuis 2 jours, etc. Donc en fait, il incruste aussi son film, enfin il arrive à donner à son film à la fois quelque chose de très uni, on n'a pas l'impression que ça part dans tous les sens, et en même temps, c'est quand même très composite. Il y a du burlesque, il y a du mélodrame, il y a tout ce cinéma social, presque documentaire du début des années 30, ou même du muet. Donc voilà, je le vois aussi comme ça. Alors peut-être que ça donne c'est plus esthétisant que de voir uniquement l'aspect politique, mais je pense que Capra, au fond, tout ça, c'est pas qu'il s'en fout de la politique, mais un peu. Enfin, c'est-à-dire qu'il a une vision limitée de la politique. C'est pas son centre d'intérêt. Et du coup, ça donne quelque chose d'intéressant pour moi quand on est cinéaste et qu'on n'est pas un grand politique. Bon, alors après, l'homme et l'œuvre. Et d'ailleurs, cette question de l'homme et l'œuvre, vous remarquerez que dans la scène, chez les littératis, là, dans le dîner, comme vous dites, le dîner de cons, il y a justement cette question du « Ah ben, vous, j'aime beaucoup vos poèmes, mais alors vous, là, je viens de vous rencontrer, et comme homme, vous êtes horrible. » Et plusieurs fois, il y a cette idée. Donc voilà, les films contiennent beaucoup de remarques. Mais effectivement, moi, je sens aussi le film de gangster, par exemple, avec le personnage de Lionel Stander, là, que j'aime beaucoup, ce personnage de Cobb. Il appartient quasiment au film de gangster. On sent que autour de lui, les types qui sont des prédateurs, ils sont quand même au bord de faire partie de la pègre. Oui. Ce qui me frappe, ce qui m'impressionne, c'est l'actualité du film. Parce que on parle maintenant, nous, notre société se trouve aussi dans un bouleversement étonnant, économique et tout ça. Et je pense à la scène où on le déclare président de l'opéra. Oui. Et il dit, alors il n'est pas d'accord, il ne se laisse pas faire, il dit, il faut traiter ça comme une épicerie. Donc ça veut tout dire, n'est-ce pas? Alors, et quand on pense, le film, il y a 100 ans presque, donc c'est vraiment frappant, étonnant. Oui, mais sur cette question de lui qui veut traiter l'opéra comme une épicerie... Pitié, ne traitez pas le Centre des Arts comme une épicerie. Effectivement, vous remarquerez que là, justement, c'est un moment où Capra, il n'est pas de gauche. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vision Jack Lang, il n'a pas une vision de gauche de la culture, parce que justement, il ne veut pas entendre que l'art, ça peut nécessiter des subventions, parce que quand il dit « mais vous vendez bien des tickets, donc ça rapporte de l'argent, donc c'est pas logique de perdre 180 000 $. Et là, le type essaye de lui expliquer que en fait, c'est pas fait pour rapporter, déjà, primo, et deuxio, ça coûte beaucoup plus cher que même si un billet d'opéra, c'est cher, dans la réalité, si c'était pas subventionné, mais on le paierait 2 000 €. Donc en fait, il n'y aurait personne à l'opéra. Ça, nous, je pense qu'on peut le comprendre. Oui. Là, c'est pas du tout dans l'esprit de Capra. Là, on est pas du tout dans une sphère gauchiste, ni même de la part de son scénariste. Oui, je ne fais peut-être pas une bonne conclusion, mais je trouve c'est un peu trumpiste. Oui, voilà, c'est ça que vous voulez dire. Que tout le film, ou bien que lui, son attitude à l'intérieur du... Qu'est-ce qui est trumpiste? Tout le film, pour vous? Ce passage. De traiter cette scène-là. De traiter cette scène-là, ou de comparer la gestion de l'opéra comme une épicerie. Oui, oui, tout à fait. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille.
Oui. Non, je crois. Là, pour le coup, je pense pas que ce soit un problème de traduction dans le film. C'est que je pense que, effectivement, on a du mal à situer quand on essaye de remettre exactement la gauche et la droite. Souvent, c'est ça avec les films américains classiques, enfin, que même Ford. Voilà. C'est une question de culture aussi, de comment. Ce qui nous est montré, c'est une élite artistique. En l'occurrence, c'est pas Cédar, là, c'est les types de l'opéra, une élite artistique qui dit bah oui, ça coûte tant et ça demande des mécènes et vous comprenez pas le système. Et donc effectivement, lui ne comprend pas le système de la philanthropie. Donc il a la référence qu'il a, qui est un homme simple. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas du tout une notion de politique culturelle comme il peut y en avoir en Europe. Moi, j'ai peut-être mal compris le propos de cette scène, mais pour moi, c'était que les autres faisaient du détournement de fonds et que... Ouais. Enfin, je l'ai vraiment pris comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il vient rétablir la justice en mode attendez, A plus B égale C. Ouais. Alors, c'est possible, mais en réalité, quand même, moi, je l'ai écouté plusieurs fois, et malgré tout, le type lui dit mais c'est pas fait pour rapporter, etc. Vous pouvez le soupçonner, mais de fait, l'opéra, en l'occurrence, il choisit l'opéra, c'est-à-dire le truc le plus cher à produire. Ça doit forcément être subventionné, quoi. Donc les deux hypothèses sont valables, hein, mais il me semble pas que le film soit un film de gauche qui comprend que la culture doit être subventionnée, me semble-t-il. C'est pas l'endroit où il se situe, même si lui, il est poète de cartes postales. D'ailleurs, il est poète, mais il est poète de cartes postales, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une échelle, il fait sa petite épicerie de poésie, quoi. C'est jamais chez Capra plaider pour l'art contre le système capitaliste. Capra, il est jamais... il critique le système capitaliste. Il voit les requins, il voit la façon dont ce système broie les gens, etc. Mais pour autant, il ne va pas lui opposer... Pour lui, je pense que la posture artiste, elle fait partie de ce système, en étant antagonique, mais finalement, elle participe de ce système. Oui, ça repose sur la conscience, la responsabilité individuelle. On ne peut pas faire un système, selon lui, je crois, on ne peut pas faire un système qui soit vraiment redistributeur. Et donc, c'est là où ça repose sur l'individu et la conscience humaine, ou peut-être même religieuse, enfin, de chacun. Et je suis d'accord que les vautours, avocats ou notaires, eux, c'est clairement pour eux-mêmes qui veulent détourner les fonds, ils le disent, ils se le disent entre eux. Et finalement, l'élite artistique, moi, je ne comprends pas que c'est pour eux, mais bon, on peut le soupçonner, mais peu importe, parce qu'ils veulent de toute façon prendre l'argent pour une minorité esthétisante. Donc, ça revient au même, effectivement. Ouais. Mais on est dans les affres politiques de qu'est-ce que c'est que la politique de Frank Capra. Et voilà, la prochaine fois, on aura une réponse. C'est bien la prochaine. Ah non, c'est pas la prochaine fois. Non, la prochaine fois, vous ne l'emporterez pas. Vous ne l'emporterez pas avec vous. Magnifique histoire d'amour avec aussi Jean Arthur. Et puis la fois d'après, là, on aura la politique au sens de comment fonctionne encore la démocratie américaine selon vraiment ses principes fondateurs avec M. Smith au Sénat. Immense film de Capra. Donc, voilà, n'oubliez pas de venir les prochaines fois. Merci beaucoup. Merci Charlotte.